Delphine Batho, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RCJ. Nous allons évoquer évidemment plusieurs sujets d'actualité qui s'imposent ce dimanche, mais nous commençons, si vous le voulez bien, par l'un de ceux-là. Il s'agit des municipales à Paris, puisque votre prédécesseur au ministère de l'écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, déclare être partante pour être candidate précisément pour l'hôtel de ville de Paris. Elle est une autre consoeur au gouvernement, c'est Cécile Duflot qui, elle, dans le JDD, en une du JDD même ce matin, dit qu'elle n'exclut rien concernant une possible candidature écolo à Paris. Une question, est-ce que le ministère de l'écologie semble, ou en tout cas pourrait ouvrir des portes à toute candidature pour ces municipales parisiennes ? Non, pas du tout. Et puis surtout, je pense que les élections municipales, c'est pas encore la question du jour. C'est pas la question qui préoccupe aujourd'hui les Français. Donc que chaque formation politique ait ses procédures et commence à y penser peut-être, mais c'est pas la question qui préoccupe les Français aujourd'hui. Donc ça ne vous préoccupe pas vous-même non plus ? Non, pas du tout. Après, comme observatrice de la vie politique, je peux me réjouir d'un combat électoral dans lequel on voit des femmes s'engager au premier plan. Voilà, mais franchement, c'est pas aujourd'hui ce qui mobilise ni mon attention, ni je pense celle des Français, parce que c'est dans longtemps les élections municipales et qu'il y a beaucoup d'autres urgences aujourd'hui à s'occuper, notamment en matière économique, en matière sociale et aussi écologique. On va y venir, Nadège. Mais tout de même, Madame la Ministre, qu'est-ce que vous pensez de la candidature de Nathalie Kosciusko-Morizet ? Parce qu'elle, ça y est, elle est dans les starting blocks. Oui, on va voir ce qui va se passer au sein de la droite parisienne. Vous savez, on a déjà eu tellement de feuilletons et de rebondissements. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur cette candidature-là, ni sur les autres d'ailleurs. Et vous pouvez penser quand même que Paris pourrait être perdu par la gauche ? J'espère pas. Et j'espère que les socialistes, avec les écologistes aussi, parce que c'est important d'être unis au gouvernement, au Parlement, et si possible dans les municipalités, que cette ville reste à gauche, c'est quelque chose d'essentiel, bien sûr. Mais même si c'est encore loin, les municipales de 2014, à votre avis, quelles sont les villes où vous avez le plus à craindre, vous, la gauche ? Toutes, vous savez, aucun combat électoral n'est jamais gagné à l'avance. Donc, par définition, on sait que des élections intermédiaires au milieu d'un quinquennat ne sont pas faciles. Donc, on devra être en ordre de marche. Et il faut aussi avoir à l'esprit ces rendez-vous électoraux dans le travail qu'on fait aujourd'hui au gouvernement de la France, bien sûr. Alors, c'était l'une des promesses de campagne de François Hollande, ramener en 2013 le déficit public à 3% du PIB. Tout le monde reconnaît depuis une semaine maintenant que cet objectif ne pourra pas être atteint en raison du chiffre de la croissance, tout simplement. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un signe d'un échec de la politique économique du gouvernement sur ce point ? Moi, je crois qu'on a rétabli la crédibilité budgétaire de la France déjà en 2012. Cette crédibilité budgétaire rétablie nous a permis de faire 2,4 milliards d'économies sur les taux d'intérêt payés par la France. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, notre pays est moins fragilisé et moins à la merci des marchés financiers. Ce travail de désendettement doit continuer, mais il faut dire la vérité. Et effectivement, il y a une situation économique européenne qui n'est pas bonne. Et donc, nous avons dit la vérité sur ce que sera la situation du déficit. Et nous ne voulons pas sacrifier la croissance. Donc, nous poursuivons notre objectif de désendettement, de lutte contre les déficits, mais sans sacrifier la croissance. Ça a toujours été notre orientation, d'être exigeant sur le plan budgétaire, de réduire un certain nombre de dépenses sans basculer dans l'austérité ou dans la rigueur, ce qui aggraverait la situation économique du pays. Donc on est toujours sur cette orientation-là, il n'y a pas de changement, même si effectivement la croissance en Europe et en France, les chiffres sont plus mauvais que ce qu'on pouvait espérer. Vous dites, Madame la Ministre, que vous ne voulez pas basculer dans la rigueur ou l'austérité, mais tout de même, la Cour des comptes et la Commission de Bruxelles, en ce moment, tirent la sonnette d'alarme. Alors, est-ce qu'on n'est pas obligé, est-ce que vous n'allez pas être obligé, justement, de mener une politique de rigueur ? D'abord, la Cour des comptes, elle est dans son rôle. Ensuite, je pense qu'on est au maximum de ce que l'on peut faire en termes d'économie et de réduction des dépenses. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a pris des dispositions extrêmement sérieuses. On le voit dans tous les départements ministériels. Et nous ne voulons pas sacrifier les investissements d'avenir. Je pense qu'il faut avoir conscience que la sortie de crise, ce n'est pas qu'une question de bonne gestion du budget. C'est aussi une réorientation, un changement de modèle. Ce que nous
avons fixé comme ambition dans ce que Jean-Marc Ayrault a appelé le nouveau modèle français. C'est-à-dire qu'il faut aussi des politiques positives, il faut des politiques de relance. L'écologie en fait partie, les économies d'énergie en font partie, la relance de la construction et du logement en font partie. Et c'est très important de ne pas lâcher la proie pour l'ombre et donc de tenir bon sur cette politique des investissements d'avenir. Oui, on dit que les allocations familiales vont baisser, que les retraites vont être gelées. Un homme s'est immolé cette semaine devant le Pôle emploi à Nantes. Est-ce que c'est pas tout ça les signes d'un gros malaise en France ? Je pense que ça suffit, le défaitisme et le déclinisme. Et que la France, aujourd'hui, elle a besoin d'espoir. Elle a besoin aussi d'une ambition, d'un discours conquérant sur l'avenir, sur ce que peut être la France de l'après-crise. Enfin, il y a un homme qui s'est immolé devant un Pôle emploi. Enfin, vous parlez, ça suffit, justement, déclinisme. Non, c'est ce que je veux dire. C'est un drame insupportable. Et c'est pas seulement un fait divers, c'est un fait de société quand on en arrive à une telle extrémité. Et ça illustre pour moi le fait qu'il y a la nécessité aujourd'hui de parler d'espoir aux Français, de dire qu'il y a un avenir pour notre pays, de dire qu'il y a des politiques d'investissement d'avenir qui peuvent sortir notre pays de l'ornière, créer des emplois. Je vais vous prendre un exemple. La politique de transition énergétique dont j'ai la responsabilité, c'est une politique qui peut permettre de créer 100 000 emplois en 3 ans. Donc il y a des perspectives d'avenir pour la France. Il y a des politiques nouvelles et de changement de modèle qui sont en rupture avec ce qui a conduit à la crise actuelle. Regardez cette histoire de la viande de cheval dans les lasagnes. On voit l'absurdité d'un système où c'est tout pour l'argent. Tout pour l'argent, tout le temps, qui détruit les individus, qui aboutit à du n'importe quoi dans la chaîne alimentaire. Et donc, il faut aujourd'hui une orientation nouvelle et une politique de croissance. Alors j'en viens précisément à ce scandale sanitaire. Smanghero, qui est l'entreprise qui aurait livré donc cette viande de cheval à différents industriels de l'alimentaire, Smanghero s'est vu retirer son agrément sanitaire de la part du gouvernement. Les 300 employés de l'entreprise, les 300 salariés disent tout simplement que vous les condamnez à mort. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Mais je comprends l'angoisse de ces salariés pour leur emploi, mais on n'a pas le choix. C'est indispensable de retirer l'agrément à cette entreprise qui a trompé les consommateurs. Et ça remet à l'ordre du jour la question des circuits courts, la question de la réorganisation de nos modes de vie, de nos modes de production, de nos modes de consommation. Lorsque l'on mange de la viande, on doit pouvoir savoir d'où elle vient. On doit avoir la certitude que quand il y a écrit que c'est du bœuf, eh bien, c'est du bœuf. Et donc, je crois que ça... Je connais bien un département rural qui est celui des Deux-Sèvres. On voit la difficulté aujourd'hui des filières d'élevage en France. Je vois le combat que mène Stéphane Le Foll pour sauver l'élevage. Eh bien, il faut aussi dire aux consommateurs, lorsqu'ils vont chez le boucher, lorsqu'ils vont au supermarché, de prêter davantage attention aux labels de qualité qui garantissent l'origine de ce qu'ils mangent. Et donc, ça remet à l'ordre du jour les circuits courts à grande échelle, pas simplement à petite échelle, mais à grande échelle sur la qualité alimentaire qui doit aussi permettre de sauver les filières agricoles françaises. Alors, à propos de qualité alimentaire, le feu vert de Bruxelles aux farines animales pour les poissons, vous en pensez quoi ? Alors d'abord, j'avais pas vu cette décision qui datait du mois de janvier, qui a été rendue publique la semaine dernière par la Commission européenne. J'en pense le plus grand mal. J'en pense le plus grand mal, et d'ailleurs la France, au travers de Guillaume Garot et de Stéphane Le Foll, s'est prononcée contre lors du processus de discussion interne à l'Union européenne. C'est vrai que ce n'est pas exactement les mêmes farines animales que dans le passé, puisque là, ce sont des farines animales faites... Faites allusion à la vache folle. Voilà, là, ce sont des farines animales faites avec des morceaux propres à la consommation. J'allais dire, c'est déjà ça, mais... c'est pas dans la logique de la chaîne alimentaire de donner de la viande à manger à des poissons. Voilà, donc c'est la même logique d'absurdité financière. Et donc, je pense qu'il est très important que la filière piscicole française s'organise pour qu'il y ait très rapidement un label sans farine animale qui puisse faire son apparition sur les étalages et qui permette de dire aux consommateurs français, le poisson que vous achetez n'est pas un poisson qui a été nourri avec de la viande. Voilà, et sur ces dossiers, vous êtes en contact avec votre collègue Absolument, de on travaille très bien ensemble. D'ailleurs, je pense que c'est un des points forts de ce gouvernement d'avoir mis fin au sempiternel tiraillement entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie. Aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, travaille sur ce qu'il appelle le produisons autrement, c'est-à-dire sur la révolution
question de l'agroécologie, de l'agriculture écologiquement intensive, et moi je me retrouve pleinement dans ces orientations. Alors vous travaillez également à la transition énergétique. Vous avez ouvert hier le volet citoyen de cette transition énergétique. Pour l'instant, peu de Français, on nous dit qu'un Français sur 5 seulement a entendu parler de cette transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous dire, Cécile Duflot, en quoi c'est Delphine Bateau, pardon. Vous voyez la confusion, pardonnez-moi. Vous pouvez nous dire en quoi cette transition énergétique consiste et comment elle va s'organiser dans le temps, puisque vous nous disiez tout à l'heure qu'on n'en était qu'au début finalement. On n'en est qu'au début, oui, il va y avoir une montée en puissance et les Français vont beaucoup entendre parler de ce débat national auquel ils vont pouvoir participer dans les territoires, sur Internet, pour donner leur avis sur l'avenir de la politique de l'énergie de la France, c'est-à-dire les grands choix du mix énergétique entre les différentes sources d'énergie, les énergies renouvelables, le nucléaire, la question des tarifs de l'énergie. Vous savez, aujourd'hui, il y a un véritable scandale. Le scandale, c'est celui de la précarité énergétique qui touche 8 millions de Français. Raison pour laquelle le gouvernement vient de prendre une mesure très importante qui est l'extension des tarifs sociaux de l'énergie qui vont permettre aux familles modestes de faire jusqu'à 200 € d'économie de pouvoir d'achat sur leurs factures d'électricité et de gaz chaque année. Et donc, toutes ces questions du prix de l'énergie, des sources d'énergie, nous avons des décisions à prendre qui nous engagent pas simplement pour ce quinquennat, qui vont nous engager pour les 10 ans, les 20 ans qui viennent. C'est la raison pour laquelle le président de la République a souhaité que ça fasse l'objet d'un débat national qui ensuite fixera les recommandations qui seront au cœur de la loi de programmation pour la transition énergétique que je proposerai au Parlement à l'automne prochain. Donc ça va être un débat très national, très important, dans lequel beaucoup de sujets, peut-être même des controverses. Vous attendez à quoi, Delphine Bateau? Quelle controverse sur la part du nucléaire, oui. dans la production d'électricité, sur la question des gaz de schiste. Je crois qu'il y a eu un arbitrage très fort que j'ai obtenu du président de la République sur le maintien de l'interdiction de la fracturation hydraulique. On sait que c'est l'objet encore aujourd'hui d'un débat. Donc tout ça va être discuté dans ce débat national sur la transition énergétique. Le gaz de houille aussi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Monsieur Montebourg là-dessus. Mais le gaz de houille, c'est pas une nouveauté, donc c'est pas la pierre philosophale pour sortir des difficultés actuelles. Le gaz de houille, il est exploité dans le Nord-Pas-de-Calais depuis 1992, donc c'est pas cette ressource-là qui va permettre de réduire le déficit de la balance commerciale de la France en matière d'énergie, qui est, je le rappelle, de plus de 60 milliards d'euros liés à nos importations de pétrole. Mais vous trancherez, vous, en tant que ministre de l'Environnement, au final? Bien sûr, avec l'ensemble du gouvernement. Vous savez, c'est un débat national qu'engage le président de la République, le Premier ministre, tous les ministres. C'est pas l'affaire seulement de la ministre de l'écologie et de l'énergie. Et jusqu'à présent, je reviens sur ces consultations. Vous attendez quoi concrètement de cette consultation des Français, des citoyens lambda, je dirais, sans préjugés? Vous attendez quoi? Un témoignage de vie quotidienne? Je préférerais avoir du nucléaire, je préférerais avoir du charbon. Qu'attendez-vous comme témoignage précis? Pourquoi consulter les Français, tout simplement? D'abord, je préférerais avoir du charbon, il faudrait éviter. Et vous avez raison, c'est un des problèmes. C'est-à-dire que la part du charbon dans la production d'électricité en France actuellement augmente, oui. Ce qui est un retour en arrière. Et donc la transition énergétique, c'est d'abord de regarder vers l'avenir, vers le développement des énergies renouvelables. Ce que j'attends des Français, c'est qu'ils répondent aux 4 questions qui sont posées dans ce débat. La première, c'est les économies d'énergie. C'est le plus gros levier qu'on a aujourd'hui pour soulager le pouvoir d'achat des ménages dans un contexte de crise économique que de faire des travaux d'isolation des logements. J'aurai un déplacement mercredi avec Cécile Duflot sur ce sujet par rapport au plan de rénovation thermique des logements. C'est un sujet qui peut permettre à chaque Français de faire 25 à 30% d'économie sur sa facture d'électricité, de gaz, de fuel. Donc c'est vraiment très important. La deuxième question, c'est effectivement le mix énergétique, donc la part du nucléaire, mais aussi la part du pétrole, puisque vous savez qu'aujourd'hui, plus de la moitié de l'énergie consommée en France, ce sont des hydrocarbures. Ensuite, il y a la question des énergies renouvelables. Et puis, j'allais dire la 4e question qui est majeure, c'est celle du financement. C'est-à-dire celle des prix de l'énergie, celle de la façon dont on doit aujourd'hui faire face à un pic d'investissement. Et donc, comment la nation, quelles ressources nous allons mobiliser pour financer ce pic d'investissement dans la sûreté nucléaire, dans les moyens de production, dans le développement des énergies renouvelables.
Alors, Cécile Duflot, elle dit ce matin, toujours dans le JDD, qu'elle veut baisser la consommation d'énergie des Français. C'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Mais quand même, on ne voit pas très bien comment vous allez vous y prendre. Parce que, est-ce que les Français, à votre avis, sont prêts, par exemple, à renoncer à leur téléphone portable, à leur ordinateur? Pas du tout. Donc moi, je m'inscris pas du tout dans une logique de réduction du niveau de confort des citoyens. Et l'objectif... C'est un peu la quadrature du cercle. Non, alors. Pas du tout, parce qu'il y a plein de potentialités, plein de possibilités aujourd'hui d'alléger notre facture d'énergie à niveau de confort égal. Donc en rechargeant tout à fait son téléphone, en ayant du chauffage. Vous savez qu'aujourd'hui, 40% des Français se restreignent sur le chauffage. Moi, je trouve que c'est un scandale. Donc on doit pouvoir vivre bien, on doit pouvoir être chauffé correctement, on doit pouvoir utiliser l'énergie dont on a besoin en faisant des économies d'énergie de façon très simple, en isolant sa maison, en développant aussi toute une série de nouvelles technologies qui ont un nom, excusez-moi, anglais, ça s'appelle les smart grids. Ce sont des technologies qui permettent de rendre toutes les installations électriques intelligentes. Et ça permet de faire, par exemple, 20% d'économie d'énergie dans un bâtiment de bureau ou dans une maison. Et c'est ce potentiel-là qu'il faut aller chercher, dans lequel il faut investir, parce que c'est un moyen de rendre du pouvoir d'achat aux Français et c'est un moyen aussi d'alléger la facture énergétique du pays par rapport aux importations dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais à l'heure où le Conseil de Bruxelles, enfin la Commission de Bruxelles et la Cour des comptes, comme on le disait tout à l'heure, vous demandent des économies, vous nous parlez d'investissement. C'est pour ça qu'on cherche un nouveau modèle financier qu'on appelle le tiers financement, qui permet en fait d'investir dans ces travaux de rénovation des maisons, dans les nouvelles technologies dont je parlais, en avançant de l'argent sur les futures économies d'énergie qui vont être réalisées. Et le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a mandaté la Caisse des dépôts et consignations pour engager la mise en place de ce système de tiers financement. D'autres pays mettent cela en place. Les Anglais ont appelé ça le Green Deal. On comprend bien ce que ça signifie, c'est-à-dire qu'effectivement, grâce aux économies d'énergie qui sont réalisées, on économise de l'argent qui peut permettre des investissements. Et pourtant, indépendamment de tout cela, les grands dossiers sociaux auxquels se trouve confronté le gouvernement ces derniers temps concernent des industries plutôt polluantes, les grands fourneaux de Mittal ou bien toute l'industrie automobile qui agite beaucoup de syndicats en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction, essayer de sauver des emplois dans des domaines qui, en principe, devraient être de plus en plus réduits vis-à-vis de cette politique écologique, justement ? D'abord, ce n'est pas l'écologie qui est responsable de ces difficultés économiques par rapport aux filières dont vous parlez. Par exemple, notre filière automobile n'a pas pris suffisamment tôt le virage de la mobilité durable, du véhicule plus économe, voire électrique, en carburant et électrique. C'est le cas d'un des deux constructeurs qui a pris le tournant du véhicule électrique, mais on n'a pas pris suffisamment tôt, par exemple, le virage du véhicule hybride. Et il y a une demande aujourd'hui des consommateurs pour ce type de véhicule. Il y a aussi un bonus écologique que nous avons mis en place pour soutenir les achats de véhicules propres. Moi, je crois qu'on peut maintenir une production industrielle en France et que c'est un enjeu majeur et qu'on doit en même temps aller chercher le développement de nouvelles filières industrielles. Sur les énergies renouvelables, nous pouvons donner un coup d'arrêt aux destructions d'emplois, en créer de nouveaux. Sur l'efficacité énergétique, ce sont des milliers d'emplois que l'on peut créer dans le secteur du bâtiment notamment. Et puis, il y a tout le domaine qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire le recyclage des déchets qui sont en fait les matières premières de demain. On peut créer des milliers d'emplois dans ce domaine de l'économie circulaire où en plus nous avons des entreprises françaises qui sont leaders. Donc il y a un enjeu aujourd'hui non seulement à maintenir la production industrielle, à la moderniser dans des secteurs traditionnels de l'industrie et en même temps à développer une nouvelle politique industrielle sur les technologies de demain. Et il faut tenir les deux bouts. Madame la ministre, vous avez dit que le gouvernement voulait restreindre la circulation en cas de pic de pollution aux seuls véhicules vertueux. Mais comment est-ce que vous allez identifier ces véhicules vertueux ? Il y aura une identification. Ça fait l'objet d'un travail d'experts qui sera rendu au mois de juin. Qu'est-ce que c'est un véhicule vertueux ? Un véhicule vertueux, c'est un véhicule qui émet peu de particules fines. Vous savez, je crois qu'il faut dire le pourquoi. Le pourquoi, c'est que nous avons aujourd'hui 40 000 décès prématurés chaque année liés à la pollution de l'air.
Et moi, je ne peux pas fermer les yeux sur une situation sanitaire comme celle-là. Et donc, c'est ma responsabilité de mettre en place des mesures d'ordre public environnemental pour lutter contre la pollution. Donc, il y a un travail de moyen et de long terme qui est de faire qu'il y ait plus de transports en commun, qui est de faire qu'il y ait des véhicules propres. Et puis, il y a malheureusement une situation d'urgence qui est qu'il faut intervenir avant que le pic de pollution soit là. Vous savez ce que la droite avait prévu face à ce type de situation? C'était simplement une expérimentation interdisant la circulation des grands centres urbains à ceux qui venaient de banlieues lointaines. Bon, moi je préfère... ce qui se passe à Londres, par exemple. Oui, mais moi je préfère que les restrictions de circulation en cas de pic de pollution soient socialement justes et donc qu'elles concernent tout le monde, exception faite effectivement de ceux qui ont fait le choix d'avoir un véhicule peu polluant, parce qu'il faut bien qu'ils en tirent à un moment donné un avantage au-delà de la réduction de leur facture de carburant, puisque vous savez qu'aujourd'hui, quand vous avez un véhicule hybride, par exemple, vous faites de sacrées économies sur votre facture annuelle de carburant. Une avant-dernière question. Vous avez été spécialiste de la sécurité au PS. Aujourd'hui, plusieurs associations tirent la sonnette d'alarme, demandent même un rendez-vous avec François Hollande en disant que la colère gronde dans les banlieues. Est-ce que ce sujet est un sujet de discussion au gouvernement entre vous ? Mais tous les sujets sont des sujets de discussion. Je crois que sur la sécurité, Manuel Valls fait très bien son travail et que la gauche était attendue. Et le fait qu'on ne soit pas pris en défaut sur la lutte contre la violence, c'est quelque chose de très important. Mais ce que les habitants des quartiers populaires attendent, comme tous les Français, parce que c'est vrai aussi en milieu rural, il y a une impatience aujourd'hui dans le pays. Il y a une impatience qui est liée à ce que l'on disait sur la crise, sur la situation sociale, et bien sûr que tous les ministres du gouvernement travaillent pour répondre à cette impatience, et moi j'y suis sensible comme nous tous. Enfin, c'est pire que de l'impatience, c'est la colère qui gronde. En tous les cas, ce que disent deux associations qui ont demandé rendez-vous cette semaine au président Hollande pour en parler précisément. Oui, bien sûr, mais vraiment j'insiste. Vous parlez d'impatience et eux parlent de colère, c'est autre chose. La situation a l'air beaucoup plus grave que ce que vous êtes en train de nous dire là en ce moment. Mais la situation est dure. Bien sûr que la situation est dure aujourd'hui. C'est la situation c'est pour ça que je me bats sur ce que je vous disais sur le pouvoir d'achat, sur les factures d'énergie, parce qu'effectivement, aujourd'hui, la situation est dure et nous en avons pleinement conscience. Alors, une toute dernière question, Nadège, parce que nous sommes pris par le temps. D'accord. Alors, le non-cumul des mandats. Il y en a qui sont pour interdire le cumul des mandats 2014, comme Harlem Désir. D'autres parlent de 2016 ou 2017, comme Manuel Valls. Quelle est votre position ? Moi, je vais être très claire. Je veux que le non-cumul des mandats entre en vigueur et qu'on tienne parole le plus vite possible. Donc en 2014 ? Ça aurait dû déjà être fait. Ça aurait dû déjà être fait au moment des élections législatives. Moi, vous savez, j'appartiens à une génération pour laquelle c'est évident le non-cumul des mandats. Par contre, je pense qu'on peut répondre aux réticences de certains parlementaires ou de certains élus locaux en inscrivant le non-cumul des mandats dans une nouvelle donne institutionnelle qui intègre aussi un Parlement fort, qui intègre aussi des élus locaux qui aient davantage de responsabilités, et donc que ça s'inscrive dans une logique d'ensemble qui est une logique d'une nouvelle donne institutionnelle. Mais on ne peut plus attendre, je pense, pour engager cette réforme du non-cumul des mandats, et on ne peut pas donner le sentiment qu'il y ait le moindre flou sur cet engagement. Je pense que les gens peuvent comprendre que la situation économique est difficile, que la situation sociale est difficile, mais que sur cet engagement de changement de la vie politique, on donne le sentiment qu'il y a un flou. Non. Donc il faut être très clair. Vous êtes plutôt pour 2014 que 2017. Oui. Le plus vite possible. Et la dernière question que nous posons comme chaque semaine en partenariat avec le site mybooks.fr, quel est votre livre de chevet en ce moment ? En ce moment, vous savez, de livres de chevet, on en change tout le temps. Mais j'ai un livre de chevet qui est La douleur de Marguerite Duras, qui est un livre au sujet duquel elle a dit qu'à côté de ce livre-là, tout le reste de ce qu'elle a écrit n'avait pas d'importance et n'était que de la littérature, mais dans le mauvais sens du terme littérature. C'est le livre où elle raconte ce qu'elle a vécu pendant la guerre, lorsque son mari à l'époque était à Dachau. C'est un livre où apparaît François Mitterrand dans ce qu'il a été comme résistant, et c'est un livre profondément émouvant. Ce sera le mot de la fin de votre grand entretien. Merci Delphine Batho d'avoir accepté notre invitation ce matin sur RCJ.